Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cet échange avec le public de l'école alsacienne, échange qui a eu lieu dimanche dernier, le 5 mars, alors que nous conversions de la position de la Chine vis-à-vis de la situation en Ukraine et de l'invasion russe et de la situation de l'agriculture française. Nous, c'est François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin. Et donc, nous allons maintenant à la fois compléter cette conversation et répondre aux suggestions, questions, observations, objections, contestations du public. Monsieur, est-ce que vous vous levez pour poser... Non, pas du tout. Selon la bonne vieille plaisanterie, la première question est toujours la plus difficile, donc passons à la deuxième. Eh bien, pour amorcer le débat, je crois que Marc-Olivier Padis voulait compléter à propos de l'agriculture, ou voulait répondre à ce qui avait été dit à propos de l'agriculture. Oui, j'ai fait un raccourci, donc Lionel Zinsou a relevé avec son acuité habituelle à propos des revenus des agriculteurs. Donc sur le revenu des agriculteurs bio est effectivement supérieur à celui des revenus conventionnels, sinon il n'y aurait pas d'avantage à passer en bio. Et donc pour revenir à l'exemple de la pomme que je prenais, donc si en conventionnel, un agriculteur ne touche que la moitié du revenu, 1 euro sur 2, un agriculteur bio touche 1,80 € sur les 4 € qui sont vendus en magasin. Donc j'ai fait un raccourci que je profite de cette occasion pour corriger. Il n'empêche que ça veut dire que la marge faite par la grande distribution est 1,5 fois plus importante pour le bio que pour le conventionnel, parce que les grandes surfaces savent que les clients qui achètent du bio ont plus de pouvoir d'achat, et donc ils en profitent pour faire une surmarge à cette occasion-là. Et par conséquent, le point final de ma démonstration, lui, ne change pas. Ce n'est pas à l'agriculteur de supporter la totalité de l'effort en ce qui concerne le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc même si le bio est beaucoup plus cher que le conventionnel, ce n'est pas parce que le revenu qui revient aux agriculteurs n'est pas proportionnellement aussi important. C'est le point que je voulais faire. J'en profite pour dire 2 choses supplémentaires. Tout d'abord, Lionel a souligné la qualité de la formation et le fait que les agriculteurs en France sont de plus en plus diplômés. C'est un succès de l'enseignement agricole dont on ne parle jamais. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il se porte bien, c'est qu'on n'en parle pas. Mais quand on parle de l'enseignement en France, on ne dit jamais que le lycée agricole est une grande réussite, avec des innovations pédagogiques qui fonctionnent parfaitement, qui sont réputés absolument impossibles ailleurs, mais là qui fonctionnent depuis des dizaines d'années. Et donc je trouve que c'est intéressant au passage de souligner cette réussite de notre enseignement, ce qui n'est pas si fréquent. Troisième point, on a souligné à juste titre la question du foncier. Lionel en a parlé également. Pour les agriculteurs qui prennent leur retraite, l'opportunité de vendre leurs terres est évidemment un complément de revenu fondamental. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils capitalisent sur l'actif qui est l'essentiel de leur actif, c'est-à-dire leurs terres. Mais avec les objectifs de la lutte contre le changement climatique, on a voté une loi qui s'appelle le zéro artificialisation nette, qui va changer un peu l'équation par rapport au foncier, en essayant de limiter l'artificialisation des terres. Donc artificialisation, ça veut dire conversion de terres consacrées à l'agriculture à des terres qui peuvent être constructibles. Or, c'était un moment très important de conversion de capital pour les agriculteurs au moment où ils prenaient leur retraite. Et donc la limitation de cette possibilité, limitation que je trouve positive pour ma part, mais donc de préserver du foncier agricole en fonction agricole ou forestière, va quand même poser des problèmes de revenus pour les agriculteurs. Au passage, et à propos de l'enseignement agricole et de son succès, on peut en mettre une bonne partie du crédit à Michel Rocard, qui s'y était attaché. C'est d'ailleurs un aspect de la politique de Michel Rocard qui n'est pas très connu, qui est
le goût, l'intérêt qu'il avait pour l'agriculture et le travail qu'il y a effectué quand il était ministre de l'Agriculture. Béatrice Gibelin et Lionel Zinsou. Si on reste sur la question de l'agriculture et la question de l'artificialisation des sols, où on prend une loi générale, en fait, cette loi me semble, à la différence de toi, Marc-Olivier, pas très bienvenue. Parce qu'il y a des endroits où, effectivement, il se pose un problème avec l'artificialisation des sols. Je pense, par exemple, le midi de la France, le Var, où on peut avoir des propriétaires qui ont quitté, mais qui gardent, parce qu'ils ont d'autres activités, et qui ne s'occupent pas forcément d'installer des nouveaux agriculteurs. On attend simplement que le prix foncier monte dans la spéculation foncière. Mais tu as peu d'endroits où c'est comme ça à l'échelle de la France. Et je disais à Lionel, la France est un pays faiblement peuplé. Une moyenne de 110 habitants à l'hectare, avec des tas d'endroits où on est à 10 habitants à l'hectare. C'est-à-dire que prendre une loi qui s'oppose à l'artificialisation des sols générale, en disant non, surtout maintenant c'est fini, il faut qu'on garde tous nos dizaines de millions d'hectares encore, me semble pas raisonnable. Parce que on fige une situation qui n'a pas à l'être et qui doit pouvoir continuer à évoluer. Et je pense que c'est sous vraiment un lobby écologiste, même si il faut se poser sérieusement un certain nombre de questions dans ces changements de production agricole, j'en suis convaincue, mais ce genre de décision me semble inadapté dans des moments où on doit constamment réussir à s'adapter. Qu'on le décide à certains endroits, oui, c'est parfaitement légitime. À d'autres, franchement, ça n'a aucun sens. Lionel Zinsou. Oui, je trouve que raisonner sur le bio, c'est quand même intéressant parce que c'est un trend vraiment significatif. Ça a des bénéfices environnementaux très importants. C'est un type de consommateur qui préfère les produits locaux, ce qu'ils veulent en général, qui est toute une série d'attributs positifs pour l'environnement. Il n'y a pas que le goût et l'économie de pesticides et d'engrais azotés. Il y a aussi l'idée de ne pas avoir des empreintes carbone par les transports lointains, etc. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus une distribution solidaire, citoyenne, qui se fait localement. Donc ça a beaucoup de retombées intéressantes et ça montre qu'on s'adapte vite. Alors peut-être pas assez vite, parce qu'effectivement, du coup, on est en déficit de commerce extérieur. Et donc, à la différence d'un pays comme l'Autriche, qui est exportateur net, on est importateur net de produits alimentaires bio. Mais il y a quand même eu une adaptation rapide. Et notamment dans la viticulture. La viticulture, c'était l'exemple même des manifestations dans les sous-préfectures, de l'Aude, de l'Hérault, etc. Le lisier dans la cour du préfet. Et je me rappelle quand j'étais... à Matignon, le responsable de la sécurité avait dit les vignerons du sud des départements dits pinardiers, il faut, je parle sous le contrôle de Philippe, 2 gendarmes mobiles par vigneron pour maintenir l'ordre. Quand il en descendait 10 000... En tant que vigneron ou en tant que gendarme mobile que j'exerce ce contrôle, ou en tant que buveur Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, la viticulture, c'est un des compartiments à la meilleure adaptation bio. Elle a des challenges, des opportunités. Donc moi, je n'accepte pas le mot défi, très important. Il y a l'eau, il y a le gel, il y a les incendies, mais vous avez toute une série de technologies pour répondre à ça, et les alertes des derniers temps et l'alerte qui s'annonce pour l'été prochain, ça mobilise absolument tout le monde. Il y a des technologies, il y a des réponses, ça suppose un niveau de prix, et ce niveau de prix, pour pouvoir faire ces investissements, il est là parce que les consommateurs boivent beaucoup moins, mais beaucoup plus qualitativement. Et donc, globalement, le revenu se redresse. Pas partout, pas de façon homogène. Moi, j'ai la chance d'être au conseil d'une société vitivinicole de Pauillac. Bon, probablement, je ne vois pas ce qu'il y a de pire, parce que en termes d'actifs, là où l'hectare coûte 1 million d'euros, c'est un peu mieux que dans le Muscadet, où ça doit coûter plutôt moins de 10 000 euros. Mais, si vous voulez, dans le domaine agricole, ce qui est intéressant, c'est justement de ne pas faire des choses trop nationales, mais d'être le plus décentralisé possible et de s'attaquer aux inégalités. Parce que vous avez des différences incroyables du sort des exploitants en fonction de la taille de l'exploitation, de la nature des cultures
et de la géolocalisation. Mais c'est beaucoup plus à analyser comme des politiques sociales, qui sont d'ailleurs très largement financées, que comme une fatalité que l'agriculture française soit en déclin. Donc le pathos sur l'agriculture, à mon avis, est tout à fait à oublier. Monsieur. Une question juste pour prolonger la réflexion, pour savoir que par rapport à cette transition et la disparition du modèle d'exploitation familiale, quels sont les rôles qui sont joués par les groupes coopératifs ou par les grands acteurs de l'agro-industrie en France? Est-ce qu'ils accompagnent, est-ce qu'ils le concentrent ou pas par rapport à ce sujet-là? Marc-Olivier, là-dessus. Oui, c'est un des facteurs très très importants parce que les groupes coopératifs sont le premier intermédiaire qui achète la production de l'agriculteur. Et donc, quand on dit que les agriculteurs devraient transformer leur modèle et par exemple réadopter le système qu'on connaît très bien des assolements, des rotations des cultures et notamment de produire des légumineuses pour redonner de l'azote au sol et donc faire des rotations, ne pas épuiser le sol. La difficulté qui apparaît, c'est qu'il faut qu'il y ait des acteurs qui soient d'accord pour acheter les légumineuses ensuite et une chaîne industrielle et agroalimentaire qui sache quoi en faire. Donc, on est tous heureux de manger plus de soupe de pois cassés, mais ce n'est pas encore un débouché suffisamment significatif pour les acteurs de la chaîne agro-industrielle. Et donc, même, même pour être un peu plus technique, il y a un problème de silos. Parce que en fait, les silos sont prévus pour le blé, le maïs, etc. Et donc, simplement, les coopératives agricoles disent nous, on n'a pas les silos pour les légumineuses. Donc, il faut des silos à part pour des légumineuses. Et donc, il faut à nouveau des aides de l'État pour prévoir des silos spécifiques pour permettre l'assolement. Mais tout ça, quand même, pourrait... la perspective générale aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a un système qui utilisent des intrants qui viennent des hydrocarbures pour les faire rentrer dans le sol, pour produire des céréales qui vont nourrir de l'élevage qui va faire de la viande. Donc ça, c'est un système qui présente des inconvénients sur toute la chaîne. Et donc la réduction de la consommation de viande est un des leviers très importants pour avoir des effets bénéfiques en remontant sur toute la chaîne pour avoir plus de diversité et donc plus de résilience du système agricole dans son ensemble. Et donc ça veut dire de retrouver dans l'alimentation pas moins de protéines, mais moins de protéines animales et plus de protéines végétales, d'où cette question justement des changements d'assolement. Lionel Zinsou. Moi, je serais tenté de répondre à votre question. C'est-à-dire, est-ce que les coopératives sont puissantes et aident à la transition? Elles sont très puissantes et elles aident à la transition. Alors, on n'est pas les seuls. C'est vrai aussi de l'Allemagne, des grands opérateurs coopératifs. C'est vrai de la Scandinavie. Mais on fait partie des pays où il y a un mouvement coopératif très puissant. Dominant dans le lait, avec Sodial, dominant dans les céréales, avec Champagne Céréales, dominant, par exemple, dans les houblons, dominant Maïs Adour, si vous voulez, a juste enrichi le sud-ouest de la France de façon incroyable, etc. Donc, on peut citer énormément d'exemples. On a un très efficace réseau coopératif et un syndicalisme agricole qui est puissant. Pas seulement politiquement, mais il est puissant aussi techniquement. Et puis on a un corps, en fait. Vous avez un corps des ingénieurs des ponts, du génie rural, des eaux et forêts. Donc on a un enseignement d'excellence, une administration compétente. On a évidemment Grignon, etc. Donc on a des centres de recherche dans tous les domaines. Et c'est indissociable de l'écosystème. Donc c'est très puissant. S'agissant de l'industrie, elle est très surreprésentée en France par rapport aux grandes puissances industrielles. Le numéro 1 de la tête et des épaules du lait,
pas forcément connu comme tel, dans le monde, c'est Lactalis. Et sur tous les continents. Le numéro 1 des produits laitiers frais, c'est Danone. Il est de loin le numéro 1. Le numéro 2, c'est Yoplait, qui est maintenant redevenu la propriété des coopérateurs de lait français après avoir été vendu aux États-Unis. Dans le domaine des vins et spiritueux, c'est Moët Hennessy du groupe LVMH et Pernod Ricard de la tête et des épaules, etc., etc. Donc vous avez en réalité une surreprésentation de l'industrie agroalimentaire française par rapport à l'agriculture française, qui est elle-même relativement forte. Et des centres de recherche, à mon avis, qui soutiennent l'amont, parce que vous avez besoin des progrès qualitatifs de l'amont. Donc voilà, je pense que c'est plutôt un atout pour l'économie française. Monsieur, tout en haut. Oui, merci. Toujours sur le même sujet, vous n'avez pas du tout parlé de l'Europe, et je me rappelle des psychodrames il y a des années, à chaque fois qu'il s'agissait de renégocier la PAC. Est-ce que vous pourriez dire ce qu'il en est aujourd'hui et le rôle de l'Europe ? Sur le rôle de l'Europe, voilà les Lionel. Considérable. Juste considérable, parce que, si vous voulez, comme dans beaucoup d'économies, vous recevez de l'aide publique, probablement pour pas mal de cultures, à l'hectare, autant que le produit de la vente. Donc, typiquement, ça dépend du cours du blé, etc., mais typiquement, vous avez un produit de votre hectare à 1 500 € plus 1 500 € de subvention. Et donc, comme les pays reçoivent ou un peu plus que leur contribution au budget ou un peu moins, ça donnait effectivement des négociations dans lesquelles c'était pas un jeu à somme nulle. Il fallait absolument que la Grande-Bretagne obtienne plus que la France. Et nous avons eu des ministres de l'Agriculture réputés pour leur opiniâtreté à cet égard. Et donc, il y a une tradition. Donc, tout ministre de l'Agriculture essaye d'être aussi efficace que M. Pisani ou aussi déterminé que M. Chirac, encore qu'on ne peut pas abattre d'ailleurs, ou que M. Michel Rocard, etc. Donc, politiquement, effectivement, dans la négociation, c'est important parce que c'est la formation de la moitié du revenu. Je vous dis, dans la moyenne, l'Union européenne soutient à 40% de la valeur ajoutée, de la valeur, et on est en France un peu au-dessus de ça. Il n'y a aucun secteur économique qui soit autant soutenu. Donc c'est déterminant, mais c'était passé au niveau européen. Simplement, il y a eu une réforme. On élimine tous les quotas, ce qui est très, très anxiogène pour les agriculteurs, parce que vous avez la volatilité des prix mondiaux. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes au niveau le plus élevé du sucre, historiquement connu. Donc, pour les betteraviers, c'est le paradis. Enfin, il y a 2 ans, c'était l'enfer, parce qu'on était au niveau du prix du sucre qui était en dessous du prix de revient. Ça, c'était le prix du marché mondial, marché de liquidation. Donc, quand vous aviez des quotas sucriers ou des quotas laitiers, vous étiez évidemment beaucoup plus confortable. Là, franchement, c'est un peu un cauchemar d'être complètement dérégulé. Et l'autre évolution, c'est qu'on essaye de moins financer le produit, donc au quintot de blé, mais plutôt au niveau de revenus de l'exploitant, de façon que ce soit une aide sociale plutôt qu'une aide au produit, puisqu'on n'a plus l'objectif de créer des surplus. Aujourd'hui, on est plutôt dans le qualitatif et réduire l'intensité. Donc, ça a changé, c'est devenu un peu moins âpre. Le départ de la Grande-Bretagne a rendu ça aussi plus agréable. Enfin, ça reste des enjeux de compétition à l'intérieur de l'Europe. L'Allemagne a fait des progrès considérables grâce à l'Allemagne de l'Est en embarquant des grandes exploitations qui étaient les anciens type Sovkhoz de l'Allemagne de l'Est. Et donc, aujourd'hui, l'Allemagne est perçue comme probablement en avant par rapport à la France. Elle renoue avec sa vocation agricole du début du XIXe siècle et déclasse légèrement la France en Allemagne et l'aide en Europe et l'aide liée à l'entrée de la RDA a créé un problème de concurrence, a donné un avantage énorme à l'Allemagne par rapport à la France. Madame. Oui, je pose une question totalement terre-à-terre, sans aucun jeu de mots. Mais en l'occurrence, pourquoi dans nos marchés
dans vos marchés. Nous proposons de l'avocat du Pérou, l'orange d'Afrique du Sud, etc. Alors que nous parlons sans arrêt de circuit court, local, proximité. Y a-t-il un spécialiste de... D'ailleurs, madame, elle doit être le seul ici à planter des avocats. Oui. Le problème, si vous voulez, madame, c'est de fabriquer en France des produits tropicaux. En fait, on va sûrement y arriver, mais ça va demander beaucoup d'énergie, du contrôle de température, etc. Avec les technologies, on va y arriver. Mais si vous voulez, sur les produits tropicaux, malgré tout, il faut les faire venir des tropiques. Alors, la question aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait consommer à la saison et produire à proximité plutôt que la contre-saison. Bon, alors il faut bien voir que si on fait ça, on va appauvrir pas mal de pays, parce qu'ils sont spécialistes de la contre-saison. La question est peut-être plutôt de limiter les effets d'émissions de gaz à effet de serre dans les transports. Vous avez un chocolatier français, c'est moi, qui a inventé de faire partir le cacao qu'on ne peut vraiment pas produire, même sous serre, si vous voulez, même en Corse. Bon, cacao en voilier. Parce que vous avez, dans le transport maritime, des progrès considérables de la motorisation éolienne, si vous voulez. Bon, donc il va y avoir toute une série de changements technologiques qui vont probablement faire baisser la tension sur l'empreinte carbone des grands échanges internationaux. Mais à aujourd'hui, vous avez des choses qui sont incompressibles, si vous voulez. Mais les circuits courts progressent pour tout ce qui est possible, et les consommateurs, en fait, aiment beaucoup moins la contre-saison. Donc, si vous allez manger des fraises dans quelques minutes, n'hésitez pas à avoir mauvaise conscience. Mais surtout, elles seront pas Mais bonnes. justement, et pour compenser cette mauvaise conscience, faites une contribution au Nouvel Esprit Public, le seul podcast qui comporte un planteur d'avocats. Monsieur. Merci. Je voudrais prolonger la question de madame, mais plus sous l'angle de l'injonction morale. Moi, on m'a expliqué que c'était très bien de manger des roses qui venaient d'Afrique parce que ça évitait une logique d'immigration. Non, je plaisante, mais je pense aux haricots verts du Kenya, je pense aux productions de fleurs d'Afrique, je pense à l'avocat qu'a évoqué madame, qui peut venir des quatre coins du monde. Donc on m'a expliqué que c'était bien de faire ça parce qu'ainsi je réduisais la pression démographique. Et maintenant on me dit, mais non, tu n'as pas compris, c'est mal parce qu'il y a ton bilan carbone. Alors comment j'arbitre, moi, pauvre consommateur ? Spécialiste des arbitrages, Marc Olivier. Non mais Lionel, pour redire un mot aussi, si vous voulez réduire l'impact carbone de votre alimentation, il faut réduire la consommation de viande et pas la consommation de fruits et légumes. Voilà. Parce que la viande, on nourrit les élevages avec des tourteaux de soja qui viennent du Brésil. Avant, c'était du tournesol d'Ukraine, mais il a plus de mal à arriver. Et donc, c'est là, en fait, que le bilan carbone est très, très fort. Comme on parlait de l'Europe, je signale au passage que l'Europe a fait passer une loi sur la déforestation qui a introduit un contrôle maintenant sur le fait que les biens importés en Europe ne sont pas issus d'une déforestation, ce qui est une très bonne loi. Qu'est-ce qu'on va faire pour le papier ? Alors, si on veut faire plaisir à M. Roussel et défendre le barbecue et le filet de bœuf, il y a plusieurs choses. L'une, c'est la récupération du méthane. Et là-dessus, il y a des technologies, parce que c'est effectivement un gaz à effet de serre plus grave que le CO2. Donc, il va y avoir des progrès de ce côté-là. Il y a un autre progrès qui est dans les laboratoires, c'est d'avoir des produits carnés qui sont faits de culture cellulaire. Donc, grosso modo, le filet de bœuf de la vache qui survit à votre consommation d'un filet. Donc, ça consiste à faire une prise de sang et à faire de la culture cellulaire. Ça peut vous paraître un peu choquant, mais c'est à peu près la même chose que de cultiver dans des usines de bactéries les ferments
pour faire des yogourts et du lait caillé, si vous voulez. Donc, la seule différence, elle n'est pas gustative, parce que moi j'ai goûté ça dans les laboratoires, c'est que pour l'instant, ça coûte $100 000 le kilo. Donc, il faut quand même passer à l'échelle. Donc, il va y avoir dans tous les domaines, y compris ceux de l'élevage. Pour les roses, particulièrement, surtout si vous les mangez, alors là, effectivement... Et la salade de rose, c'est innovant, mais pourquoi pas? Elles sont produites dans le monde à une certaine altitude, au Kenya et en Éthiopie. C'est les deux grands producteurs. Et elles vont en avion à l'aéroport de Schiphol, qui est la plus grande place, et elles sont distribuées dans le monde entier. Donc évidemment, d'un point de vue d'effet d'émissions, ça a des grands avantages pour l'économie de l'Éthiopie et du Kenya. C'est peut-être pour ça que vous dites que ça a des conséquences démographiques. Je ne sais pas exactement comment on passe des roses à la fécondité, en dehors de la Saint-Valentin, mais s'il y a des enfants qui naissent dans les roses, et quand même, vous savez, une empreinte carbone qui est excessive. Donc, il y a toute une réflexion sur comment faire tomber cette empreinte carbone. Mais pour les roses, ça ne va pas être très facile. Maintenant, ça ne représente pas non plus une proportion considérable de la production agricole. Oui, ça sera plus votre beefsteak, vous le voulez saignant ou bien cuit, ça sera vous le voulez cellulaire ou vivant. Et du coup, je suis consciente de l'intérêt de tous pour l'agriculture, mais je voulais revenir sur le premier sujet et avoir un peu votre avis ou savoir ce que vous pensez sur le fait que justement la Chine soit sur une position peu affirmée. Est-ce que ça peut avoir un lien avec une possible issue du conflit qu'on espère tous pour justement une reconstruction économique du pays qu'est l'Ukraine ou tous les intérêts économiques que peuvent avoir un après-guerre? François Bujon de l'Étang. Écoutez, la Chine a certainement un rôle très important à jouer si elle le souhaite. Alors, la reconstruction, ça, c'est effectivement un sujet, mais on verra plus tard. Il y aura toutes sortes de candidats pour la reconstruction, comme toujours. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, le problème, c'est de cesser le feu et d'essayer de se diriger vers une solution négociée qui pourrait mettre fin à la guerre. La Chine présente une particularité, c'est qu'elle est probablement le seul des autres pays, si vous voulez, non engagés dans cette guerre, à avoir une véritable capacité d'influence sur Moscou. Il y a d'autres pays qui pourraient jouer des rôles. Il y en a qui rêvent d'ailleurs de pouvoir jouer un rôle de médiateur. Les Turcs, par exemple, ils pensent assez régulièrement et ils ont d'ailleurs joué ce rôle sur un problème très particulier qui était l'acheminement des exportations agricoles, justement, ukrainiennes par la mer Noire, qui est un sujet tout à fait important. Mais c'est plus limité, si vous voulez. Le seul pays qui ait un pouvoir d'influence important sur la Russie, c'est la Chine. Et par conséquent, s'il devait y avoir une médiation, c'est évidemment vers la Chine que tous les yeux se tournent. Alors, ils ne sont pas mûrs pour intervenir. Ils l'ont montré justement dans les derniers épisodes. Ils ont parlé de médiation, ils ont parlé de plan de paix, et au lieu de plan de paix dont on a parlé pendant une semaine, on a vu la montagne accoucher d'une souris, et on a vu en réalité un papier en 12 points qui est tout à fait typique de la diplomatie chinoise, qui récapitule des propositions de principe chinoises, mais qui n'étaient pas, comme on dit si bien en anglais, action-oriented. Ce n'était pas un plan de paix véritablement, c'était simplement une litanie de ce que la Chine estime essentiel. Mais ça ne fait rien. Les Chinois ont fait un tour d'essai, un tour de chauffe, un tour de piste. On les reverra probablement plus tard lorsqu'ils jugeront que le temps est mûr, et peut-être pour l'instant ne le jugent-ils pas parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'ont rien à proposer ou que les protagonistes ne sont pas prêts. Alors il y a un point quand même sur lequel j'insiste, Philippe l'a mentionné au passage dans sa présentation, c'est que M. Zelensky, lui, souhaite continuer à parler à la Chine. Il l'a dit. Il a été, alors que le soi-disant plan de paix chinois a été accueilli avec beaucoup de scepticisme et avec des haussements d'épaules partout dans le monde, le seul qui ait trouvé ça intéressant, qui l'ait dit, et qui ait dit qu'il était désireux de parler au président Xi Jinping, c'est M. Zelensky. Et je crois qu'il faut s'en souvenir, parce que les Ukrainiens sont un partenaire commercial important de la Chine. Ils ont très bien compris que la Chine pouvait jouer un rôle, et il peut y avoir de ce côté-là quelque chose qui bougera. Mais les mouvements sont lents.
Oui, Zelensky l'a dit sur la base d'un point de vue commun des Chinois et des Ukrainiens sur le nécessaire respect de l'intégrité territoriale qui permet d'avoir ce... alors malheureusement, Poutine ne l'entend pas de cette oreille, parce que Poutine considère justement l'Ukraine de façon très particulière. Il dit que ce sont des terres qui sont historiquement russes depuis des siècles, et la seule erreur historique a été la constitution d'un État ukrainien. Alors évidemment, ça, c'est pas une vraie position de négociation. Non, mais enfin, en plus, c'est le contraire. D'ailleurs, c'est la Russie qui est une partie du territoire ukrainien depuis que Kiev on peut aussi imaginer un scénario où, comme l'avait suggéré Lionel, c'est-à-dire qu'on ait un certain nombre d'États qui sont en train de se tourner vers le marché de l'Asie pour le pétrole, en citant l'Arabie Saoudite, ou l'Inde qui achète du pétrole russe tant que c'est assez à un prix extrêmement intéressant, et que dans quelque temps, on puisse avoir plusieurs États qui se mettent sur les rangs d'une médiation possible. C'est pas du tout quelque chose qui est impossible, parce que les États-Unis laisser la Chine mener les affaires de la négociation, ça fera pas tout à fait leur affaire, parce qu'à ce moment-là, la Chine prendra un rôle extrêmement positif. En revanche, si c'est l'Inde, c'est peut-être quelque chose qui est envisageable. Donc, peut-être c'est une façon optimiste de voir les choses, mais je préfère la voir comme ça. Lionel Zinsou. Le président Macron va début avril à Pékin, avec tout à fait l'intention de parler du plan de paix. Le chancelier Scholz y est allé. Et ces deux pays ont un intérêt considérable à ce que la Chine soit plus active. Et deuxième remarque, c'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude d'être dans la médiation. Néanmoins, il faut avoir en tête quelque chose que les gens n'ont pas toujours vu, c'est que la première contribution en soldats au nombre des casques bleus de l'ONU, c'est la Chine. Et elle a désormais des bases militaires. La plus grande base de Djibouti, en face du Yémen et de l'Arabie Saoudite, elle est chinoise. Il y a 8000 hommes, c'est-à-dire 3 fois la base américaine non loin et 4 fois la base française, qui va d'ailleurs être maintenue dans cette région qui permet d'accéder au canal de Suez. Et il y a un port et un aéroport dédiés et des formations de blindés pour s'habituer aux opérations en milieu difficile, en milieu aride. Donc ce n'est pas tout à fait rien en existence militaire dans un système de maintien de la paix. Et ce n'est pas rien en préparation. Vous avez vu que le porte-avions, le seul à propulsion nucléaire avec le Charles de Gaulle en dehors des États-Unis, va être mis, et chinois, va être mis à l'eau avec... donc, c'est peut-être pas exactement une tradition de médiation, mais c'est quand même une tradition, maintenant, plus récente, d'être assez active autour du maintien de la paix et de gestes, disons, en matière d'intervention sur la sécurité collective. Donc, je pense que ça bouge, en fait. Et tous les pays, je vous assure, africains, du Golfe, etc., des stans demandent à la Chine de le faire. C'est vraiment une demande. C'est le contenu des discussions des diplomates chinois aujourd'hui avec cette partie-là du monde qui se trouve extrêmement victime, moins que les Ukrainiens eux-mêmes, mais extrêmement victime de toutes les conséquences négatives de ce conflit sur le développement. C'est un bond dans la pauvreté. Et je vous assure que la Chine est maintenant solidaire de beaucoup de gens pour essayer de bouger. Je ne les trouve pas très prudents. Rendez-vous dimanche pour un Nouvel Esprit Public. Je remercie tout particulièrement Laurie Galligani, ingénieuse du son, et Christian Sory qui dirige les activités audiovisuelles de l'école alsacienne et qui nous sont fidèles, là aussi, depuis notre première saison, il y a maintenant 6 ans. Et je vous donne donc rendez-vous dimanche pour un Nouvel Esprit Public.